Imagine qu'aujourd'hui, on te confie la tâche d'organiser la base de données la plus grande et la plus complexe de tout ton pays, mais qu'on t'enlève l'ordinateur, Internet et même l'électricité. On ne vous donne que des plumes d'oiseaux, des milliers de morceaux de parchemin épars et un délai impossible à tenir. Aujourd'hui, tu sors ton téléphone et tu cherches la signification de n'importe quel mot en 2 secondes. Mais il y a des siècles, capturer toute une langue à partir de zéro n'était pas seulement un exercice d'écriture, c'était un véritable cauchemar logistique. C'était l'un des projets de gestion de l'information les plus monumentaux, chaotiques et désespérants de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous allons dévoiler les méthodes derrière la construction des premiers dictionnaires de l'espagnol. Les premiers dictionnaires de l'espagnol ne sont pas nés comme des livres organisés en volumes et parfaitement reliés, semblables à ceux que nous consultons aujourd'hui dans n'importe quelle bibliothèque ou que nous voyons sur un écran ou dans une édition académique. Leur origine était bien plus artisanale que tu ne peux l'imaginer. Pour comprendre cette origine, nous devons remonter à la formation précoce de la langue castillane, en plein Moyen-Âge. Avant qu'il n'existe un dictionnaire à proprement parler dans le contexte moderne, les mots ont commencé à être enregistrés sous forme de gloses, qui étaient de petites notes placées en marge ou entre les lignes des manuscrits. Écrits en latin, ils étaient annotés pour clarifier des termes difficiles d'une langue qui commençait déjà à être abandonnée et remplacée par le nouveau dialecte proto-roman hispanique. Il convient de préciser que ces annotations étaient en bien faites dans la langue propre des locuteurs locaux. L'Académie royale espagnole elle-même définit la glose de cette manière, et l'Académie royale d'histoire rappelle que dans le Codex des gloses Aemilianenses. Ce sont précisément ces annotations marginales et interlinéaires qui ont révélé ce qui pourrait être l'une des formes les plus anciennes du roman hispanique. Bien que cela fasse l'objet d'un débat approfondi, certains linguistes affirment qu'il s'agit en réalité d'un proto-dialecte aragonais. Pendant ce temps, au monastère de Silos, en Castille et Léon, il se passait quelque chose de très particulier dans l'écriture, le remplacement mot à mot de textes en latin. Le moine voyait un terme latin complexe et écrivait son équivalent direct en roman ibérique. Par exemple, ce qui était écrit en latin comme igna ignorantibus a été souligné en roman comme non sapiente, c'est-à-dire ceux qui ne savent pas ou les ignorants. Un autre exemple est la traduction du latin statim en roman luego pour signifier immédiatement ou du latin in labina en roman en fungo, ce qui signifie dans la boue ou la vase. De cette façon, les gloses émilianiennes siciliennes n'étaient pas des dictionnaires formels, mais elles constituent la première trace physique d'équivalence lexicale. Lorsque l'imprimerie a permis de fixer des répertoires plus larges, cette pratique a cessé de se faire uniquement sur les marges des codex et a commencé à prendre la forme d'ouvrages organisés. L'un des premiers jalons fut l'Universal Vocabulario en latin et en romance d'Alphonse de Palencia, imprimé à Séville en 1490. La tradition académique le reconnaît comme l'une des premières contributions à la lexicographie espagnole et les études spécialisées montrent qu'il était présenté en 2 colonnes. À gauche, le texte latin et à droite, sa traduction castillane. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Peu de temps après, Antonio de Nebrija a franchi une étape fondamentale dans ce processus. Selon la Real Academia Española et la bibliothèque virtuelle Miguel de Cervantes, son dictionnaire latin-espagnol a été publié en 1492 et le dictionnaire espagnol-latin entre 1494 et 1492. 295. Les spécialistes considèrent ces œuvres comme le point de départ de la lexicographie bilingue moderne de l'espagnol.
De plus, les études sur le vocabulaire du roman en latin montrent que son objectif principal était de faciliter la traduction du roman vers le latin, surtout dans des contextes scolaires et érudits. Pour cette raison, de nombreux mots n'étaient pas encore accompagnés de définitions détaillées, mais seulement de leur équivalent dans l'autre langue. De la même manière, l'information grammaticale était généralement présentée de façon partielle ou implicite, car on supposait que le lecteur maîtrisait la grammaire latine. En conséquence, le dictionnaire de Nebrija n'était pas encore conçu comme un répertoire complet du castillan pour tout lecteur, mais comme un outil pratique pour faire le lien entre deux langues. Le grand saut vers un enregistrement de l'espagnol de l'intérieur est arrivé avec Sébastien de Covarrubias et son trésor de la langue castillane, ou espagnole, publié en 1611. La Rey le présente comme l'un des grands jalons précédant le dictionnaire académique, et certains linguistes soulignent qu'il fut le premier dictionnaire monolingue de l'espagnol. Mais sa façon d'enregistrer les mots conservait encore beaucoup, y compris la pensée humaniste de l'époque. Covarrubias travaillait avec un objectif fondamentalement étymologique. Il définissait des mots, ajoutait des observations sur leur usage, recueillait des proverbes et des expressions idiomatiques et mélangeait le linguistique avec l'historique, le mythologique et l'encyclopédique. Le résultat fut un dictionnaire vivant et hybride, où enregistrer un mot revenait aussi à raconter l'histoire culturelle qui l'entourait. Covarrubias a accompli cet exploit seul. Selon les études philologiques du siècle d'or, sa méthode d'enregistrement était révolutionnaire mais physiquement épuisante, par l'utilisation systématique de fiches volantes ou de bandes de papier. Covarrubias lisait des textes et, lorsqu'il trouvait un mot digne d'étude, il le notait sur son morceau de papier avec son étymologie. Ensuite, il devait faire face au chaos d'ordonner ces milliers de papiers par ordre alphabétique. L'effort de tout enregistrer à la main était si accablant que, en approchant des dernières lettres de l'alphabet, Covarrubias craignait de mourir de vieillesse avant de voir l'œuvre imprimée. C'est pourquoi, si tu consultes le trésor, tu remarqueras que les articles des lettres A ou C sont des essais très longs et détaillés, tandis que ceux des dernières lettres sont brefs et précipités. Déjà au XVIIIe siècle, l'Académie royale espagnole a transformé ce travail dispersé en une entreprise organisée. Son dictionnaire des autorités, publié entre 1726 et 1739, a été défini dès le début comme une œuvre destinée à expliquer le véritable sens des mots, leur nature et leur qualité, avec les phrases ou façons de parler, les proverbes ou dictons. La nouveauté résidait dans le fait que les mots n'étaient plus enregistrés uniquement par intuition érudite, mais selon une méthode collective, un plan ou un ensemble de règles, et avec un appui textuel tiré d'auteurs prestigieux, les fameuses autorités. Le système de traitement des données était le suivant. D'abord, les académiciens se répartissaient la lecture des meilleures œuvres de la littérature espagnole. Ensuite, lors de la lecture, ils identifiaient un usage représentatif d'un mot, écrivaient à la main, sur une bande de papier standardisée, le mot, sa définition et, point crucial, la citation exacte du livre, qui démontrait son usage légitime. Enfin, des milliers de ces fiches étaient placées dans d'immenses meubles en bois avec des tiroirs, strictement classés par ordre alphabétique. Ce fichier général, qui a commencé à être alimenté au XVIIIe siècle avec une plume et un encrier, est devenu la grande base de données physiques de notre langue. Les académiciens sortaient les fiches des tiroirs et débattaient de leur contenu lors des séances avant d'approuver ce qui allait être envoyé à l'imprimerie. De cette façon, l'enregistrement des mots espagnols est passé de la glose marginale médiévale au répertoire imprimé, puis au dictionnaire académique fondé sur des règles, des citations et une révision continue. Et toi, connaissais-tu cette histoire des dictionnaires de la langue castillane ? Fais-tu partie de ceux qui utilisent encore un dictionnaire imprimé ou es-tu plongé dans le monde numérique ?
Laisse-nous ton avis dans la section des commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à cette chaîne. Je t'invite aussi à activer la cloche pour te rappeler quand il y aura une nouvelle vidéo. À bientôt!